Les premières traces d'une présence d'hominidés sur le territoire marocain datent d'environ 700 000 ans. De cette période dite acheléenne, on a retrouvé un certain nombre d'outils, notamment dans la plaine de la Tchaouia, et plus précisément à proximité immédiate de l'actuelle agglomération casablancaise. De l'époque moustérienne, 120 000 à 40 000 ans avant le présent, le site le plus explicite est celui de Jibel Irhoud, situé à mi-chemin entre les villes de Marrakech et de Safi, et où ont été découverts 2 crânes d'hominidés, des outils associés à l'industrie levalloiso-moustérienne, ainsi que d'importants restes d'animaux aujourd'hui disparus. L'époque attérienne, 60 à 40 000 ans avant le présent, a apporté son lot d'outils pédonculés retrouvés dans de nombreuses grottes situées sur le littoral atlantique, comme à Dar Soltan II. Néanmoins, cette période a surtout été marquée par de profonds bouleversements climatiques, ayant entraîné une désertification sans précédent du territoire marocain, ainsi que la raréfaction, voire la disparition d'un grand nombre d'espèces animales et végétales. Cette dynamique a cependant été contrecarrée par le rempart naturel que constituent les chaînes de l'Atlas et du Rif, que ce soit au Maroc ou dans le reste du Maghreb. L'arrivée d'Homo sapiens au Maghreb avant l'épipaléolithique a été démontrée puisque les industries attériennes ne sont pas l'œuvre de l'homme de Néandertal, dont l'aire de répartition est exclusivement eurasiatique, mais bel et bien d'Homo sapiens présentant des caractéristiques archaïques. Les plus anciens restes d'Homo sapiens au monde ont été découverts au Maroc à Djebel Irhoud en juin 2017 et datent de plus de 300 000 ans. Il y a environ 21 000 ans, la civilisation ibéro-maurusienne voit le jour. Elle se caractérise par des rites funéraires plutôt évolués et par un raffinement de l'outillage utilisé. Néanmoins, il n'est pas encore question d'agriculture. La grotte de Taforalt dans la région d'Oujda correspond au plus grand gisement de l'époque. Cette civilisation se maintient et se répand sur l'ensemble du Maghreb avant de se métisser progressivement vers le 9e millénaire avant notre ère avec les populations capsiennes, ancêtres des Berbères modernes. Les premiers éléments découverts, correspondant à cette période, le néolithique, datent d'environ 6 000 ans. Ceux-ci témoignent d'une sédentarisation déjà avancée, ainsi que d'une maîtrise relative des techniques agricoles. Pour la partie à l'ouest de la Moulouya, décrétée officiellement province impériale de rang militaire par Claude, successeur de Caligula. Seul le nord-ouest du Maroc actuel est effectivement sous domination romaine, le reste du territoire étant contrôlé par des tribus indépendantes, notamment Gétules comme celle des Autololes. Les Romains fondent des colonies prospères à Volubilis, non loin de l'actuel Meknès, ainsi qu'à Banassa et à Tamouzida dans la plaine du Garbe. Néanmoins, la capitale administrative demeure Tingis, futur Tanger, siège du procurateur, le gouverneur de la province qui a le statut de chevalier romain. Une grande autonomie est accordée aux tribus les plus loyales, notamment aux Bakwats, comme en témoignent les fameuses tables de Banassa, mais la constante pression des peuplades méridionales, puis les crises internes à l'Empire, auront progressivement raison de la Maurétanie tingitane. À la fin du IIIe siècle, sous le règne de Dioclétien, la province est réduite à la région de Tingis et de Ceuta, à Salah, actuelle Salé, et aux îles purpuraires de Mogador, puis rattachée au diocèse d'Hispanie, et donc incluse dans la préfecture des Gaules. Au cours de la période romaine, les cités, colonies et municipes de droit romain ou latin se dotent de monuments civiques et utilitaires comme les temples, forums, basiliques, arcs de triomphe, thermes et même théâtres à Lixus et à Zilil. Les résidences privées sont ornées d'œuvres d'art, telles que des sculptures et des mosaïques qui appartiennent à l'élite romano-africaine.
les plaines cultivées sont partagées par l'aristocratie locale qui s'enrichit notamment de l'exploitation de l'olivier. L'huile extraite est exportée dans les provinces voisines et fait la richesse de la Mauritanie tingitane. Les terrains de parcours plus lointains sont laissés aux tribus nomades ou semi-nomades. Les ports de Tingis et de Salah connaissent une intense activité commerciale. Les autorités impériales recrutent des auxiliaires militaires parmi les Maures, destinés à servir notamment dans la cavalerie. Le plus célèbre d'entre eux, Lucius Quietus, fils d'un Amgar, c'est-à-dire un chef tribal amazigh, réalise une brillante carrière sous le règne de Trajan. Au nom de l'Empire, il combat les Daces et les Parthes et conquiert l'Arménie, la Médie et la Babylonie, puis pacifie la Judée en proie aux révoltes anti-romaines. Le prestige de Lucius Quietus devient tel qu'il envisage de briguer la succession de Trajan avec l'appui d'une partie du Sénat impérial, avant d'être éliminé par Hadrien. Son assassinat entraîne un soulèvement de la Mauritanie tingitane, sa province d'origine où sa popularité était grande parmi les tribus locales. En 429, près de 80 000 Vandales venus de Germanie traversent le détroit de Gibraltar et débarquent à Tingis. Mais dans leur course vers Carthage et vers l'Afrique proconsulaire, ces envahisseurs ne contrôlent que le littoral méditerranéen de la Mauritanie. Un siècle plus tard, les Byzantins, commandés par le général Bélisaire, anéantissent le royaume vandale et s'emparent d'une partie de l'ancienne province de Tingitane. Ils se heurtent toutefois aux Maures du roi Garmul, dont le pouvoir s'étend d'Altava jusqu'à Volubilis. Le gouvernement de Constantinople, sous Justinien Ier, crée dans le nord marocain la province de Maurétanie seconde, qui englobe les cités de Tanger, Ceuta, Lixus, ainsi que l'Espagne byzantine, et dépend directement de l'exarchat de Carthage. Cette occupation byzantine, perpétuellement menacée par les Wisigoths d'Espagne et par les Maures, va cependant subsister jusqu'à la conquête musulmane du Maghreb, au début du 8e siècle.